Long rebound. Steph, no timeout with 6. At 5, Curry for the lead. Always, always, always. Salut à toutes et à tous, on est ravis de vous retrouver ce samedi. Alors exceptionnellement, vous n'aurez pas droit à un CQFR, à ce à quoi il fallait répondre, mais on a encore mieux à vous proposer. On va vous proposer de revenir en détail sur la draft qui s'est déroulée cette semaine. Et pour l'occasion, on a un invité, Romain Leroy, qu'on est ravi de recevoir, ancien, enfin non, même pas ancien, c'est collaborateur de Rivers de longue date, victime, c'est honteux, mais victime quand même de vol par effraction en ce qui concerne des maillots d'Euroleague qui auraient été envoyés ou pas envoyés, qui auraient été dérobés dans les boîtes aux lettres. Ça, c'est des dossiers de... Voilà, je sais que tu continues à chercher le coupable, hein, Romain, tu me le confiais juste avant l'émission. Ce crime sera puni. Assistant coach au CSP Limoges, pour être plus sérieux, cette saison, et la saison prochaine, de ce que j'ai cru comprendre. Voilà, un de nos 6 consultants qu'on n'hésite pas à solliciter à l'occasion dans le dernier MOOC spécial Rivers, pardon, spécial défense. On t'avait demandé justement de nous aider à voir un petit peu les différentes options qu'on pouvait faire en défense face au pick and roll qui reste l'un des axes centraux du jeu actuel. Bref, ça fait plus de 10 ans maintenant que tu nous aides à y voir plus clair sur tout un tas de sujets. Plus, 15 ans, non? C'est ça, je perds le fil des années maintenant. Proche des 15. Proche des 15, voilà. Donc on est ravis de te recevoir pour parler de la draft, parce qu'on sait aussi que, voilà, avec les camarades d'envergure, tu suivais et tu suis toujours de près tout ce qui se passe du côté des prospects. Voilà, ça fait longue intro, mais à la hauteur du personnage, je pense. Ouais, longue intro, je sais pas. Merci de m'avoir en tout cas. C'est vrai que ça fait quelques années qu'on collabore essentiellement à l'écrit. Donc voilà, un petit peu de vidéo, un petit peu de son pour changer. Donc on va faire ça tranquillement. Ouais, bah merci encore d'avoir répondu présent à cette sollicitation. On sait que t'es pas mal occupé à cette période de l'année. J'ai envie de commencer d'une manière un petit peu bête. C'est vrai que nous, en tant que Français, cette draft nous a forcément marqué, vu le nombre de joueurs qui ont été retenus, le nombre de joueurs qui ont été retenus au premier tour, le fait d'avoir eu le premier puis le deuxième choix de draft dans la foulée. Bref, tout ça, c'est une draft historique. Pour commencer un petit peu en élargissant un petit peu, on a l'impression que c'était une draft qui était difficilement lisible. Il n'y avait pas vraiment un favori pour le premier choix tout au long de l'année. Toi, est-ce que tu as été surpris notamment par la sélection des Français, là où ils ont été pris, ou le nombre de Français retenus cette année? Pas vraiment, parce que pour avoir échangé avec des scouts un petit peu toute la saison, le consensus tournait autour du fait que la draft était pas forcément très qualitatif pour pas mal de joueurs de niveau intermédiaire de fac. La chance qu'on a, nous, c'est que les joueurs français, pour la plupart d'entre eux, s'exposent déjà au niveau professionnel. Donc on a entre le premier et le deuxième choix 2 parcours totalement différents, hein. On a un joueur qui est issu de la Ligue nationale de basket, qui est passé par les différentes étapes, espoir, pro, etc., et qui s'est montré comme ça. Et on a Alexar qui a choisi un chemin totalement différent, et finalement il a eu raison, parce qu'il y arrive aussi. Et je pense que le fait d'avoir cette exposition à niveau professionnel, pour les joueurs français et même les internationaux de manière globale, parce que on voit que Topic en profite, que même Paco Mdadier, qui est un joueur français également, en profite aussi. Tout ça, c'est des choses qui font qu'à l'heure de faire les comptes, quand on compare des joueurs pros à des joueurs sortis d'un niveau universitaire qui est très bon, hein, c'est pas le propos, mais qui est parfois peut-être moins facile à situer dans l'efficacité de la transposition à un milieu pro, dans une draft qui est peut-être un peu moins dense et un peu plus homogène que d'habitude, nos joueurs français arrivent à se glisser, et c'est leur travail et le choix de leur parcours qui leur permet ça. Vas-y. Ouais, je vais dire, ce qui est fou, c'est que alors moi, tous les ans, je suis de plus ou moins près ce qui se trame autour de la draft à venir. Et là, j'ai l'impression qu'il y a eu un moment dans la saison où il y a eu consensus sur les Français, alors qu'avant, il y avait des noms américains un peu dans tous les sens. Moi, je me rappelle même, donc ça parlait de Ron Holland, Isaiah Collier, enfin, et des gars qui ont été pris plus bas, voire beaucoup plus bas. Et à un moment, les Français se sont imposés. Il y a eu Alexar pendant un temps qui était un first pick presque de consensus aussi, et Zachary Rizaché après, petit à petit, au fur et à mesure que ses performances ont été plus visibles. Là, ça a été plus clair dans les esprits, mais
j'ai pas beaucoup de souvenirs de saisons où ça a été aussi fluctuant. Mais alors, je me trompe peut-être, hein, mais dans un passé récent, je pense que ça a été une des plus fluctuantes au niveau des joueurs annoncés très très haut. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Le cas dont tu parles, c'est un très bon exemple et je pense que c'est peut-être le joueur qui illustre tout. C'est Isaiah Collier, qui, il n'y a pas si longtemps que ça, la plupart des scouts et des observateurs te le mettent top 5, voire top 3, voire c'était même un first pick potentiel. Et, euh, et il a glissé à une vitesse dingue pour se retrouver dans une zone qui correspond peut-être plus à la sienne dans une draft entre guillemets normale, mais qui n'est pas le standing qu'on attendait par rapport à lui. C'est aussi pour ça, c'est un peu mon cheval de bataille tous les ans. Les gens qui observent les process draft de loin vont toujours s'enflammer dès septembre ou même plus tôt, parce que là, il y a déjà des mocks qui sortent pour l'an prochain. S'enflamme tout de suite. Il faut comprendre que tu parles de consensus, c'est exactement ça. Tant que les mocks de consensus sont pas sortis, tant que les scouts internationaux n'ont pas commencé tous à bosser, à mettre les choses en forme et bout à bout, les mocks jusque mars-avril, ça vaut rien en fait. Déjà, même les dernières sont parfois un peu aléatoires, même si je trouve qu'ESPN et The Ringer ont été plutôt précis globalement, à part bien sûr le 3 choix, mais faire des mocks, c'est planifier des choses, c'est les projeter, c'est se tromper inévitablement. Seulement, encore une fois, je le répète, et c'est de la pédagogie sur ça aussi, les mocks de début de saison ne veulent rien dire. Là, on s'enflamme à parler de Traoré très haut, etc. etc. Dolan Traoré, qui est un joueur incroyable au demeurant, laissez-lui du temps. Laissez du temps aux joueurs. Les projections d'aujourd'hui, elles sont faites de manière brute sans tenir compte des choses. Je souhaite de tout cœur que Dolan Traoré soit très haut à la fin, mais commencez pas à observer, à vous dire, je ne parle pas de vous, je parle en général, mais il ne faut pas commencer à observer, à se dire que ça y est, on a des numéros 1 tous les ans, ainsi de suite, et puis mettre sur le dos des gamins une espèce de hype qui ne sera pas forcément bonne, surtout dans des joueurs de qualité comme on a. Je sais pas si tu seras d'accord avec ça, Romain, mais moi j'avais vu passer en fait des gens qui parlaient de cette draft en disant que finalement une manière peut-être qui serait meilleure pour recontextualiser un petit peu là où les uns et les autres ont été pris, c'est de se dire bon bah dans cette draft il n'y avait pas le prototype du pick 1, 2, 3 ou 4, c'est un peu comme si on commençait direct au 5e pick, c'était peut-être une manière de modérer un petit peu les attentes par rapport aux joueurs qui ont été draftés très haut dans cette QV. Je sais pas ce que tu en penses toi, si tu es d'accord avec cet état de fait. Ouais, non, c'est une race particulière parce que quand on regarde donc Zachary Rezaché qui était drafté avec un vrai talent, ça reste un 3&D qui fait un peu plus de choses. Alex Sarr, c'est un projet moyen-long terme. Tu as des joueurs qui ont été draftés au talent un peu plus bas. Tu as des joueurs très spécifiques comme Zakili, par exemple, qui sont des postes 5 lourds. Il n'y en avait plus beaucoup en NBA. On était vraiment sur du stretch 5, sur des choses comme ça. Donc, c'est au final un scénario de soirée un petit peu particulier, très spécifique et avec des franchises qui, pour certaines, ont fait des choix parfois surprenants, parfois des choix de deal. Et je sais également, bon, après, encore une fois, avec les gens avec lesquels j'échange, c'est comme ça que j'apprends les choses, que certaines franchises ne voulaient pas nécessairement avoir de pic cette année parce que c'était un petit peu trop spécifique, un petit peu trop homogène et difficile à projeter pour eux au-delà d'un certain niveau de choix, en fait. Ok. Parce que du coup, forcément, bon, là encore une fois, c'est peut-être notre regard un peu franco-français, mais quand on voit le talent manifeste quand même, et puis tu me diras ce que tu en penses d'un garçon comme Zachary Rizachi, on se pose la question quand même finalement de l'étiquette, cette étiquette de premier choix de draft, elle n'est pas toujours facile à porter, c'est quelque chose qui a été pour certains par le passé, qui a été un fardeau. Toi, comment est-ce que tu vois ça par rapport, dans le cas de Zachary précisément, et puis aussi on peut parler d'Alexandre qui a été choisi, Alex Sarr qui a été choisi en 2e. Toi, comment est-ce que tu vois ça dans leur cas, chacun des deux? Bah, c'est une belle chose, mais c'est jamais un cadeau, surtout quand on passe l'année d'après Victor Wembanyama, où il n'y a même pas de discussion sur qui sera numéro 1 l'an dernier. Et on sait qu'à un moment, c'est un joueur qui va être amené à changer le destin de sa franchise. Maintenant, chaque année est différente. Zachary Rezaché, c'est un joueur de talent qui a, je trouve, une maturité très intéressante pour son âge, qui est très bien encadré. Moi, j'ai eu l'occasion de croiser quelques personnes qui bossent avec lui dans son entourage, échanger pas mal avec son père aussi il y a quelques mois. Je trouve qu'il y a légitimement des questions sur la difficulté inhérente au fait d'être le premier choix. Mais par contre, on est face à un jeune joueur qui est équilibré, qui sait d'où il vient, qui sait où il va, et qui a une vraie structure dans sa façon d'être. Et je pense que c'est quelque chose qui peut permettre justement de faire face à cette pression. Après, il arrive dans un contexte à Atlanta où
c'est un peu bourbier, on va pas se mentir. Ça fait quelques années que ça se cherche. On a cru à un moment que l'équipe elle avait ce qu'il fallait pour passer le cut et au final, bah, pas forcément. Il va peut-être y avoir encore quelques changements, j'imagine, parce qu'il va falloir lui faire de la place, il va falloir équilibrer un petit peu les choses autour. Euh, Moi, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Je pense que ce qui rassure vraiment avec un joueur comme Zachary Zaché, c'est qu'il a été efficace à haut niveau, déjà en tant que joueur professionnel. Pour son compère, donc numéro 2, Alexar, il a pris un chemin différent, mais un chemin qui, ces dernières années, on l'a vu, hein, l'Australie, ça n'a jamais dérangé les scouts, même si ce n'est pas un championnat très défensif, ça n'a jamais dérangé les scouts. Et encore une fois, le fait d'avoir bougé comme il l'a fait d'une ligue à l'autre et d'un pays à l'autre, ça prouve aussi que le joueur il est totalement adaptable. Donc au final, il y aura inévitablement des attentes, tu peux pas faire contre. La moindre petite erreur, elle sera évaluée, tu peux pas faire contre non plus. Malgré tout, je pense que l'un comme l'autre, ils méritent leur premier, deuxième pick. Donc, il n'y a pas de souci. Ouais, l'importance de la franchise qui draft, c'est quand même crucial parce que le contexte est hyper flou. Tu le disais à Atlanta, on ne sait pas vraiment si ça va beaucoup bouger. C'est très différent d'arriver dans une équipe où il y a Trae Young, DeJounte Murray, une équipe qui est normalement amenée à disputer ne serait-ce que le play-in. Et s'il y a un ménage, auquel cas, là, Zachary aura, je pense, plus d'opportunités de temps de jeu, d'utilisation en attaque. Voilà, et pour Alexar, c'est pareil. Je veux dire, on n'aurait peut-être pas évalué la chose de la même manière s'il était tombé ailleurs. Là, c'est une équipe qui est en pleine reconstruction, qui a changé de front office. Alors, le coaching staff a pas vraiment changé, c'est juste un coach qui a été confirmé, mais je trouve que c'est. Tu disais les attentes, Citeo, tu disais les attentes n'ont pas à être les mêmes, à mon avis, que pour Victor Wembanyama. C'est là que je suis curieux de voir comment le grand public va se comporter avec ces joueurs-là. On est sur une année particulière et on ne peut pas demander, je pense, hein, de ce que j'ai vu de lui, à Zachary Zaché d'être directement le go-to guy, un rookie de l'année indiscutable d'entrée. Et j'espère que les gens auront la patience, les analystes américains aussi, parce qu'on sait qu'ils peuvent faire et défaire un peu la hype d'un joueur. Donc, j'espère qu'ils pourront progresser, travailler tranquillement, comme des prospects d'une année traditionnelle et pas comme une année un peu exceptionnelle comme on a eu l'année dernière. Après, perso, sans manquer de respect aux fans, Atlanta, c'est pas Boston, c'est pas Los Angeles, c'est pas New York non plus. C'est-à-dire que c'est une équipe qui navigue un peu à vue depuis très longtemps, hein, Ouais. quelques shots il y a quelques années notamment où ça a été un petit peu plus loin que d'habitude en playoff, mais ça a toujours été un petit peu instable, un peu marécageux. Washington, bon, on va pas faire de dessin non plus, hein, ça fait longtemps que c'est comme ça. Donc, quelque part, est-ce que c'est pas des contextes aussi qui se permettent, qui permettent justement d'avoir un peu plus de patience? Je pense que s'ils étaient tombés sur un vrai gros marché, avec tradition, avec ci, avec ça, San Antonio mis à part, parce que c'est que les Spurs, c'est quand même très spécifique, la pression a quand même été différente. Il y a la pression, c'est sûr. De toute façon, quand on signe un contrat rookie de premier ou deuxième choix, c'est toujours quelque chose d'important économiquement, donc ça génère des attentes. Mais encore une fois, après, je connais moins le contexte autour de Sarr, même si bon, il a un frère qui joue à NBA, des parents qui sont dans le milieu basket et compagnons qui connaissent. Mais dans le cas de Rizaché, moi je le répète, le contexte autour est tellement stable que de toute façon, lui à son niveau, les choses lui permettent de passer ces caps-là. Je veux dire, à un moment, on ne peut pas performer à son âge en Eurocup ou en championnat comme il l'a fait cette année si on n'est pas déjà vraiment câblé et prêt à aller là où on veut aller. Ouais, et tu parlais d'encadrement, justement, le fait de tomber dans une équipe comme celle des Hawks, donc alors c'est pas de la reconstruction annoncée, mais c'est quand même, comme tu l'as dit, c'est assez flou. Mais par contre, il y a un coach qui connaît très bien aussi le contexte européen en la personne de Quinn Snyder, qui a coaché en Europe. Est-ce que tu penses que ça peut être un atout, ça, dans le cas précis de Zachary Rizaché, d'être choisi très haut, mais par un coach quand même et un staff qui, je pense, ont peut-être vraiment bien cerné ses qualités et puis ses axes de progression. Ouais, puis bon, Quinn Snyder a déjà bossé avec des joueurs européens aussi, hein. Bon, il a bossé avec Boris Dio, il a bossé avec Lauri Markkanen. C'est quelqu'un qui, je pense, qui a l'ouverture d'esprit suffisante. Puis c'est quelqu'un que moi je considère parmi les coachs quand même, on va dire, intéressant sur le plan du contenu en NBA, sur ce qu'il peut proposer. Je veux dire, ce qu'il a fait avec le Jazz pendant plusieurs années, ça reste solide. S'il a sorti Utah du désert, sans mauvais jeu de mots, c'est quand même de par son travail et ce qu'il a apporté dans la construction, dans le contenu et ainsi de suite. Donc ça reste un contexte pour moi qui est pas défavorable. De toute façon,
avec Trae Young, Dejounte Murray, ce qui se passe, le fait que l'équipe ait des besoins défensifs rapides et qu'il y ait beaucoup de choses à refaire, pas exclure non plus qu'il y a encore du trade ou des choses qui bougent par la suite. Ouais, carrément. Et du coup, on peut peut-être parler un petit peu des autres Français qui ont été retenus. Donc, parmi les loteries pick, il y a Tidjane Salin qui était retenu donc en 6e par Charlotte. Là aussi, tu le voyais finir aussi haut. Tu l'imaginais dans cette fourchette-là? On espérait tous qu'il soit le pick au moins. La plupart des projections le situaient entre 8, 9 et 12, 13, 14 dans ces eaux-là. Charlotte a fait un petit coup sur lui. À titre perso, je pense qu'il a un profil qui peut fitter totalement avec le jeu NBA très rapidement. C'est un joueur qui joue avec beaucoup de personnalité. C'est quelqu'un qui montre des choses en termes de détermination. Pour moi, c'est pas survendu par rapport à ce que le joueur peut être, même si à l'heure actuelle, je pense qu'il a un peu plus il a à la fois plus de marge et plus de travail devant lui. C'est-à-dire que pour moi, c'est un joueur qui a un plafond qui peut être assez haut, mais il y a encore pas mal de boulot. C'est-à-dire que même s'il a montré des choses cette année en championnat comme en Coupe d'Europe, il est encore, je pense, loin d'être arrivé au niveau optimal qui sera le sien. Ouais, c'est intéressant ce que tu disais sur la personnalité, c'est ce que j'ai ressenti un peu déjà en le voyant jouer, et même en l'écoutant. Il y a eu un conf call pour la presse quand ils étaient en camp à Trévise, et je l'ai trouvé très intéressant, assez sûr de lui, assez déterminé sur ce qu'il voulait, sur ses chances de réussite en NBA. Et alors, ça m'avait surpris parce que je l'avais pas entendu parler avant, en fait, tout bêtement. Et après, j'ai trouvé que ça collait plutôt bien avec son jeu et avec sa façon d'être sur le terrain. Donc après, là aussi, Charlotte aussi, c'est une franchise qui a fonctionné de manière un peu compliquée dernièrement, qui a connu pas mal de changements. Voilà. Euphémisme, avec un espèce de Suicide Squad, vraiment, avec des joueurs qui avaient des CV sportifs, extra-sportifs un peu compliqués. Mais là aussi, c'est une franchise qui essaye de changer d'approche, de technicien. Donc je pense aussi que ça peut être une bonne équipe pour lui pour essayer de se montrer en NBA. Et je suis d'accord aussi sur le profil qui me semble assez adapté aux US. Ouais. Ouais, puis vu ses qualités athlétiques, c'est l'activité dont il peut faire preuve. Je pense qu'effectivement, pouvoir jouer pour le coup à côté d'un mec comme LaMelo Ball, s'il arrive à rester sur le terrain, ça peut être aussi un atout pour avoir des minutes et puis se mettre un petit peu dans le bain, sachant que a priori, il ne sera pas responsabilisé. Enfin, c'est pas le même type d'attente qu'il y a envers lui non plus en termes de responsabilité dans le jeu que ce qu'on peut espérer peut-être du côté de Zachary, quoi. Non, c'est ça. Après, derrière, la question qui va se poser pour lui, c'est 3 ou 4, de toute façon. Et quelque part un peu entre les deux. Mais effectivement, moi, ce que j'en ai vu en championnat cette année, on les a joués 2 fois, mais je l'ai vu jouer quand même souvent en vidéo. En tout cas, sur les 2 fois qu'il a joué contre nous, c'est pas un joueur qui a peur des vétérans. C'est un joueur qui met de l'agressivité dans ce qu'il fait, qui peut avoir beaucoup d'impact au rebond sur ces choses-là, et qui, encore une fois, quand je dis qu'il joue de la personnalité, c'est qu'il a un côté un peu banger dans ce qu'il fait. Il se laisse pas impressionner. Ouais. Donc pareil, je veux dire, en termes de contexte, la sœur a une vraie bonne joueuse de basket, internationale quand même. J'ai pas eu moi, je suis jamais tombé sur les mêmes années qu'elle quand elle était sur l'équipe de France jeune. Ah oui. Donc je l'ai pas. C'est une des rares aujourd'hui à être arrivé comme ça en équipe de France A que j'ai pas eu sur les 10 dernières années. Mais par contre, j'en ai toujours eu des retours vraiment très bien sur le plan basket, sur le plan humain et compagnie. Donc pareil, je parlais de contexte de stabilité tout à l'heure par rapport à Zachary et Zaché. Là, c'est un petit peu la même chose dans le sens où les parents sont présents, la sœur est dans le business aussi, donc il y a quand même quelque chose de favorable en termes d'évolution. Comme Alex Sarr avec son frère Olivier, je veux dire, dans les 3 cas, on est sur des gens, basket fait partie intégrante de leur écosystème perso, quoi. Ouais. Ouais. Ce qui est marrant, j'y pense comme ça pour Zachary quand même, c'est que son père il a fait partie de cette équipe de Sydney, bien sûr, vous le savez, mais moi je me rappelle encore d'avoir regardé cette finale et de m'être dit, finalement ils étaient pas loin, quoi. Et c'était encore, je pense, peut-être la dernière génération qui croyait pas encore que c'était possible de taper Team USA en compétition internationale. Et c'est assez beau, je trouve, de voir aujourd'hui, de voir Zachary qui est choisi premier de la draft. Il y a un parallèle qui est assez marrant, quoi. Ouais, mais après, on va pas écrire l'histoire aujourd'hui de manière démesurée, mais je reste persuadé que les passerelles qu'on a aujourd'hui, si on les avait eues il y a 20 ou 30 ans, Stéphane Rizaché,
Moussa Sonko, c'est des gens qui ont traversé C'est vrai. l'Atlantique. Enfin, C'est sûr. encore une fois, c'est des gens qu'on voit, qu'on connaît depuis longtemps, de par Rivers notamment. C'est des gens qu'on a la chance tous les uns les autres de croiser, d'échanger avec et compagnie. Quelqu'un comme Amarassi à un moment, tous ces gens-là, c'est pas envoyer des fleurs gratuitement que dire que c'est les gens qui étaient proches de la NBA, en tout cas dans ce qu'ils avaient comme talent. Et je pense que c'est des gens qui sont dans le basket 20 ans trop tôt. Aujourd'hui, ces trois Mm. joueurs-là, ces trois joueurs dont je parle, enfin, j'en oublie sûrement d'autres en même temps, hein, mais quelque part, c'est des gens qui auraient été joueurs NBA ou borderline NBA. Enfin, moi, j'ai grandi en les voyant jouer, c'est pareil, hein, c'est des gens pour qui j'ai le plus grand respect. Et je me dis que ouais, le basket a évolué et qui font peut-être partie aussi de ces gens qui ont permis au basket d'évoluer, au basket français d'évoluer en tout cas, de par ce qu'ils ont fait. C'est Ouais, bien que ouais, l'histoire permette alors pas de réécrire parce que bon, ils n'ont pas pu eux jouer en NBA, mais pour Stéphane Rizaché, je trouve que c'est bien. Puis il a l'air quand même assez impliqué dans la carrière de son fils, tout en étant. Enfin, c'est pas quelqu'un d'ultra expansif comme ça, donc il lui laisse quand même, j'ai l'impression, voilà, la marge, l'espace pour s'exprimer. Et puis en voyant, je me rends compte en discutant avec des gens un peu plus jeunes, enfin de la vingtaine, ça, ça fait se sentir vieux parce qu'il y en a plein qui connaissent pas Stéphane Rizaché parce qu'ils ont commencé à suivre un peu plus tard, à partir des débuts de Tony Parker ou du prime de Tony Parker. Donc je suis content de savoir qu'il est dans le paysage et qu'il est autour de son fils, comme d'autres qui traînent aussi un peu qui restent dans le paysage aussi. On peut peut-être finir en parlant des deux derniers Français de cette draft. Pacome Diadé choisi en 25e choix du premier tour par New York et Melvin Aginsa choisi par Dallas en 51e, donc au deuxième tour. Toi, Romain, c'est des joueurs aussi que tu avais identifiés comme pouvant être pris dès cette année? Melvin Aginsa, moi j'ai eu la chance d'être au test d'entrée du centre fédéral il y a quelques années et de le voir s'entraîner et ainsi de suite. Donc profil que j'ai suivi depuis sur les équipes de France Jeune et puis bon, je l'ai joué à deux reprises. Non, une reprise, il n'a pas joué contre nous. Je l'ai joué une fois cette année en championnat. Joueur dont je sais qu'il attirait pas mal l'attention de scouts divers et variés, de pas mal d'équipes. Et puis un joueur vraiment avec un profil très intéressant et un jeu qui peut correspondre à ce que tu vas attendre d'un joueur en second unit, en sortie de banc en NBA, tu vois, avec un rôle très précis, des caractéristiques précises, quelqu'un qui se perd pas dans des choses qu'il maîtrise pas, qui justement sait ce qu'il sait faire, ce qui est souvent la caractéristique pardon, des joueurs de haut niveau. Donc non, pas surpris de l'avoir drafté. Bon, bien sûr, comme tout le monde, j'aurais pas fait que ce soit aussi un premier tour. Après, on peut pas être trop gourmand non plus, parce qu'on a déjà eu 4, donc voilà. Mais Ouais. non, un joueur vraiment, vraiment intéressant. Julien Mahé a fait un vrai beau boulot de développement avec lui à Saint-Quentin, donc c'est quelque chose qu'il faut souligner, parce que le rôle des coachs aussi est quand même souvent important dans l'évolution qu'ont ces joueurs-là. Et pas comme Dadier, il a pris le risque de s'exiler en Allemagne, à l'instar de ce qu'a fait Kylian Hayes. Très très peu joué l'an dernier et utilisé de manière un petit peu aléatoire. Et puis au final, il a su patienter, mettre son nez à la fenêtre. Et puis depuis quelques semaines, les infos qu'on pouvait avoir en off laissait penser qu'il allait pouvoir sortir sur la fin de premier tour. C'est ce qui s'est fait. Donc, sauf faire de ma part, il doit aller au Knicks. Ouais. Parce que c'est ça, parce que comme c'était long, il était tard quand c'est arrivé et qu'on était sur 3 pics d'affilée de New York par rapport à des trades et compagnie. Je ne sais plus dans quel ordre c'était sorti, mais donc il va y avoir la chance de découvrir le Madison Square Garden avec tout ce que ça comporte. L'avantage avec Thibodeau, c'est qu'il ne sera pas trop embêté avec les minutes au départ. Donc, bon, mais le contexte pour prouver tout de suite, donc à voir. Mais ouais, une vraie belle réussite pour un projet qui n'était pas forcément évident au départ. Ouais, c'est un joueur qu'on n'a pas beaucoup vu. Il y a eu un espèce d'épisode avec le Paris Basket, je crois, où il était moitié placardisé, où il voulait pas le laisser partir. Donc moi, c'est quelqu'un que j'ai pas vraiment vu jouer. Pour les gens qui savent pas vraiment quel type de joueur c'est, qu'est-ce que tu peux nous dire sur lui? Alors, je vais reprendre une petite note rapidement pour pas dire de bêtises, parce que moi je l'ai joué Yes. plusieurs fois, mais je voudrais voir ce que j'avais un petit peu synthétisé. Euh, alors déjà, moi, à mon avis, on était sur un risque limité, sur une prise de risque limitée dans le fait de drafter, mais c'est souvent comme ça que les franchises évaluent les choses. 3 niveaux de risque, 3 niveaux de récompense. Là, on est sur un risque moyen, voire léger, pour une récompense qui sera convenable par rapport au risque pris. C'est-à-dire que Mm. ils n'ont pas balancé un premier tour sur lui en se disant on verra. Non, c'est à peu près ce qu'on a comme niveau plancher. Euh, donc, je pense aussi qu'il a souffert un petit peu de l'attention qui a été portée
sur les autres Français, inévitablement, parce que quand on a deux locomotives comme Sarr et Aginça, c'est pas forcément toujours facile, comme Sarr et Rizaché, pardon. C'est pas toujours facile on va dire, d'exister, de prouver dans le contexte, même s'il a fait une très belle saison en BBL et en Eurocup. C'est vraiment un joueur qui a des qualités de scoring en sortie de dribble, qui doit encore faire évoluer son range un petit peu, parce que notamment sur l'adresse longue distante, un toucher de balle intéressant. Le volume de tir à 3 points était pas forcément important, mais l'adresse était là. C'est encore un joueur qui doit avancer un peu sur la lecture à la création, parce qu'il est un petit peu prévisible dans ses choix, mais il y a un physique de défenseur qui est là, il y a des capacités peut-être à apporter les choses des deux côtés du terrain aussi. Donc globalement, c'est un package qui me paraît intéressant aussi pour la NBA moderne, dans un rôle de joueur qui va rentrer pour mettre un tir ou deux, qui va défendre, qui va donner des minutes comme ça, qui va permettre aux joueurs devant lui de souffler un peu, comme joueur de second unit. C'est pas trop mal, je trouve, et c'est plutôt bien. Il y avait des questions sur le fait que peut-être que c'était un an trop tôt ou pas, il n'y a pas si longtemps que ça. Il prouve que non, donc tant mieux. Ouais, l'avantage, c'est qu'à New York, effectivement, de toute façon, son rôle sera défini très clairement. Voilà, c'est aussi parfois, ça peut être un facteur aussi de performance, quoi, de ne pas avoir à s'éparpiller ou de ne pas avoir trop de responsabilités. Là, ça sera, je pense, comme tu l'as dit, et clairement pour défendre dur, donner du punch s'il arrive à voir le parquet. Ce sera peut-être pas, probablement pas en début de saison, mais ça permet aussi, je pense, d'être moins spert, quoi. C'est ça, mais la clé, comme tu dis, c'est la capacité à défendre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme dans tous les championnats du monde, un jeune joueur, si on veut qu'il reste sur le terrain, il ne faut pas qu'il coûte au départ. Pour ne pas coûter, il ne faut pas prendre 2 points déjà. Donc, c'est en capacité à défendre. Et si on est en capacité à défendre, et puis derrière, de mettre un tir ou deux, de ne pas perdre la balle, on s'installe petit à petit dans des conditions qui permettent d'avoir des minutes. C'est très terre à terre et très réducteur, ma façon de le définir, mais je pense qu'un coach comme Thibodeau, il ne va pas réfléchir beaucoup plus que ça et de manière très différente, étant donné qu'on sait comme il gère ses effectifs. Ouais. Donc voilà, c'est. Après, moi, c'est ce que j'ai envie de dire. Je ne suis pas nécessairement un fan inconsidéré des Knicks. C'est une franchise que j'aime beaucoup. Pour tout joueur de basket, pouvoir commencer à New York, ça reste un truc incroyable. Après, il faut l'encaisser, il faut le vivre. Il ne faut pas se perdre en route. Mais ça reste. Qu'est-ce qu'il y a un meilleur endroit pour commencer sa carrière pro aux États-Unis, en fait? Ouais, est-ce que c'est le genre de. Parce que là, avec la description qu'on en a faite et les opportunités qui ont l'air de s'ouvrir à lui, on peut penser à à une expérience en G-League, peut-être des allers-retours et tout ça. Est-ce que c'est le genre de joueur qui peut profiter de passage en G-League, ou alors est-ce que tu penses que c'est une ligue qui peut favoriser un jeune joueur comme ça? Est-ce qu'elle est utile aujourd'hui pour ces profils-là? Je pense que le trajet entre Westchester et Madison Square Garden, il risque de le faire une fois ou deux. C'est possible, mais après, moi, je reste persuadé, pour les jeunes joueurs, de toute façon, il faut jouer, en fait. Donc, que ce soit en G-League ou en NBA, bien sûr, il vaut mieux jouer en NBA, il vaut mieux prendre 10 minutes en NBA que 30 en G-League, hein, c'est une certitude. Mais moi, j'ai toujours du mal à croire qu'on apprenait en restant assis, en fait, et qu'on apprend en restant assis sur un banc. Donc, à un moment, l'important à cet âge-là, c'est de jouer. Quand tu es vétéran, que tu décides de rester en NBA pour des raisons entre guillemets de confort de structure, parce que tu sais où tu es, parce que les infrastructures, tu les connais, parce que tu sais que tu voyages et que tu joues, tu t'entraînes en bonnes conditions, et puis parce que tu as des considérations économiques autour qui font que tu joues, tu as ta retraite NBA, et ainsi de suite. C'est des choses qui sont respectables et dans lesquelles moi je vais jamais les critiquer, le choix d'un joueur en deuxième partie de carrière qui va faire le choix de rester en NBA sur un banc plutôt que de revenir en Europe et de jouer. Ça regarde personne d'autre que le joueur en lui-même et sa gestion de carrière. Par contre, pour un jeune joueur, je pense malgré tout qu'il faut des minutes. Si ça doit être en G-League, ce sera en G-League, même si voilà, pour tous les jeunes joueurs français qui y vont, préférable de jouer en NBA inévitablement. Mais bon, encore une fois, je le répète, on n'apprend pas en restant assis. Ouais, clairement. Et en sortant un petit peu du cadre franco-français là, sur cette draft, toi, est-ce que tu as eu des surprises ou des déceptions des joueurs où tu disais, là, c'est sûr, il va être quand même pris à tel endroit ou relativement haut? Est-ce que tu as eu des choses auxquelles tu t'attendais pas du tout? Alors, dans la série des surprises, on en parlait tout à l'heure hors antenne, il y a le choix de Milwaukee. J'avoue qu'il y a eu un moment où j'étais sur le plateau de Bigne, il y a eu un moment de flottement. Quand le nom est sorti, on s'est regardé tous les quatre, l'air de dire pourquoi. Mais j'ai envie de te dire, il y en a un par an, et passer le 20e pick, de toute façon, ça part parfois un peu dans tous les sens, il se passe des choses bizarres. Surpris de voir Filipovski tomber aussi bas, mais alors avec les trucs que j'ai vus sur la réseau sociaux depuis ce matin, complètement délirant. L'histoire est folle, hein. L'histoire est assez folle.
Ouais. l'histoire est folle et je pense qu'on n'a pas fini d'entendre parler de celle-ci. Donc Filipowski fait un peu partie des joueurs que je voyais effectivement plus haut. Je regarde un petit peu au niveau notes. Que des joueurs comme Collier soient tombés au bas, bah, ça me surprend qu'à moitié en fait. Et la vraie belle surprise, par contre, si Dalton Edge que je voyais pas si bas perso, Mm. et Rich Shepard qui a bénéficié de tout un contexte et qui, pour le coup, est quand même haut, mais à la limite, par rapport à sa valeur, un joueur capable de mettre des tirs, de défendre, de la dureté comme ça, qui sort de la fac d'où il sort, qui est une usine à joueurs NBA en plus. C'est surprenant, mais ça s'explique. Ouais. Mais justement, je te propose qu'on parle un petit peu, enfin rapidement, de Dalton Knecht, parce que j'entendais récemment Jonathan Givony, là, un des spécialistes de la draft, notamment pour ESPN, qui lui aussi, comme toi, disait qu'il n'avait pas compris que pendant la draft, il n'arrêtait pas d'envoyer des textos pour essayer de comprendre pourquoi ce joueur était en train de descendre, ce qui a permis aux Lakers de le récupérer avec le 17e pick. Les réponses qui lui ont été données, principalement de ce qu'il en avait retenu, c'était son âge, en fait, parce que c'est un rookie qui va avoir 23 ans. Toi, est-ce que ça te surprend encore, tu vois? Est-ce que tu captes que finalement, parce qu'entre 21 ans et demi et 23 ans, est-ce qu'il y a une telle différence que quelqu'un puisse chuter à ce point-là? Est-ce que c'est quelque chose qui a du sens pour toi? Comment tu vois ça? Voilà. En fait, une des particularités, on n'en a pas parlé tout à l'heure de la draft de cette année, c'est que tu as eu quand même pas mal de seniors ou de super seniors qui sont sortis. Super seniors, pour les gens qui ne suivent pas trop le championnat NCAA, c'est en gros les joueurs qui ont eu droit à une année d'éligibilité supplémentaire à cause du Covid. Il y en a rarement autant. Alors, pour comprendre, les franchises NBA se donnent toujours 3 ans pour évaluer un joueur. C'est-à-dire que l'évaluation d'un rookie, en gros, pour faire simple, je schématise, c'est 3 ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu prends un joueur à 19-20 ans, sur 3 ans, tu vas voir où est-ce qu'il peut évoluer. Et le plancher que tu as à ce moment-là, tu sais où il est, le plafond, tu vas le déterminer très vite. C'est-à-dire que sur ces 3 ans, l'évolution peut être importante. Aujourd'hui, un joueur qui sort de fac en senior ou super senior, c'est ce qui se faisait quand les uns les autres, on a commencé à regarder le basket finalement. Ouais. La règle, c'était quoi? Les mecs sortaient quand ils étaient seniors, voire parfois juniors. De temps en temps, tu avais des sophomores, mais du one and done, il y en avait très peu quand on était, voilà, quand on était plus jeunes. Aujourd'hui, c'est devenu la règle. Et c'est devenu la règle à tel point que aujourd'hui, les doutes, très souvent, les points faibles des seniors, entre guillemets, quand ils sortent à 22-23 ans de la fac, c'est qu'on se demande quelle va être la vraie projection. Parce que le niveau qu'ils montrent à 23 ans, s'il te faut encore 3 ans pour les évaluer, ça fait 26. Est-ce que tu n'es pas déjà trop loin en termes de process et en termes d'âge? Et je pense que c'est souvent ça qui refroidit. Maintenant, prends le cas de Neige, là, dont on parlait. Alors oui, il a eu un parcours un peu sinueux parce que pas vraiment d'offre de D1 au départ. Il passe par la fac de Rémi Reverchon. Je le replace parce que comme ça, il sera content qu'on reparle de Northern Colorado comme ça. Ça lui permettra de gagner des miles. Mais derrière, aujourd'hui, on parle d'un joueur par contre qui est complètement plug and play. C'est-à-dire que je dis pas que demain au NBA il va être à 15 points par match. Sauf que demain, si tu le mets sur un terrain, de par son âge, de par le vécu qu'il a, de par le parcours aussi, il s'est quand même imposé dans la SEC de manière plus que notable. Et c'est aujourd'hui une des meilleures conférences du pays. Les doutes, ils sont limités. Mais là, on est clairement sur du risque bas, mais sur une récompense basse parce que tu n'auras peut-être pas forcément beaucoup plus que ce qu'il fait. Par contre, ce qu'il fait, il le fait déjà bien. Donc la question, elle sera juste dans la transposition du jeu et de l'efficacité. Maintenant, pour un joueur qui a été drafté autour du 20e pick dans ces eaux-là, je ne sais plus combien, je sais plus en combien de pick il y a les Lakers. 17e, ouais. 17, ouais, c'est ça, 17 dans ces eaux-là. Tu sais que de toute façon, si tu es pris top 5, la projection sur la moyenne des drafts d'avant, c'est que tu vas être sur un niveau All-Star, etc., etc. Si tu es pris entre 5 et 10, tu es plus là. Là, tu es sur un range 15-20. 15-20, tu commences déjà à avoir, tu peux commencer à te tromper parce que le delta est plus important. C'est un joueur, je pense, qui peut faire carrière. S'il ne fait pas carrière, à mon avis, il va faire le bonheur d'une équipe de Euroleague très rapidement. Mais je ne le vois pas. Après, le contexte des Lakers, je pense que ça va être Bourbier, mais c'est que mon avis. Mais aujourd'hui, ouais, les questions, comme pour lui, comme pour d'autres, il y avait qui d'autre comme senior je regarde en même temps ma petite liste. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme senior Ouais, Zach Edey était senior. Zach Edey était senior. Alors, sur un profil de poste 5, donc ouais. C'est parfois plus difficile. T'avais Dylan Jones, quoi, et les deux pics de suite, 26-27, Dylan Jones et Terrence Shannon Jr., c'est des seniors. Ouais. C'est ça, c'est des profils un peu plus âgés. Bon voilà, il y en a quand même eu quelques-uns sur sa draft, pas mal qui étaient dans la green room quand même. Donc
Ouais, un peu déçu de le voir glisser, mais après, derrière, d'un autre côté, j'ai envie de te dire, ce qui vaut pas mieux être 17 que 34, toujours, toujours la même chose. Hein. En tout cas, pour moi, il mérite sa place au premier tour. Peut-être un peu plus haut, certes, mais il mérite sa place au premier tour. Ouais, Dans, puis dans... vas-y. Ouais, vas-y, Théo, je passe à autre chose, mais vas-y. Ouais, non, j'allais dire que, à contrario, pour les Lakers, c'est quasiment le scénario idéal parce qu'on sait qu'effectivement, on ne sait pas encore quelle sera l'équipe, comment ça va. Enfin, ça va être compliqué les Lakers l'an prochain, je pense, mais ce qui est sûr, c'est que si LeBron finalement reste à Los Angeles, je pense que ça sera le cas, ils vont vouloir être performants. Je vais pas dire un autre terme, en tout cas performants, ils vont vouloir aller tout de suite. Donc c'est parfait de choper un mec comme ça, qui est prêt à jouer, comme tu le disais, et dont je pense qu'effectivement, tu sais qu'il a peut-être pas le profil pour devenir un All-Star. C'est pas quelqu'un autour de qui tu vas créer forcément ta franchise, mais par contre, tu sais que tu peux compter sur un joueur solide, un peu de la même manière que l'an dernier, le Heat qui arrive à récupérer Raimi Raquez dans à peu près le même range. Hein, je pense que c'était dans ces eaux-là. C'est parfait parce que c'est des équipes qui ont besoin de joueurs qui soient capables de jouer tout de suite et qui, en fonction du contexte, peuvent même être amenés à jouer des rôles importants dans leur rotation, quoi. Ouais, puis là, on parle d'un joueur qui est quand même à 40% à 3 points, essentiellement sur de l'attraper tiré. Un joueur qui est très fort en situation de sortie d'écran. Donc un mec qui va créer les espaces. Donc moi j'ai tendance à dire que quand tu as de l'adresse, tu peux toujours jouer une division au-dessus de ton réel niveau, hein, quand tu es capable de tirer. Donc c'est pas forcément un mal en soi. Moi, je pense encore une fois, je pense qu'il est opérationnel. Faut pas s'attendre à un mec qui va devenir All-Star et ainsi de suite peut-être, mais par contre, on est sur un joueur opérationnel qui, pour moi, de par son parcours, encore une fois, dans un rôle en sortie de banc, de toute façon, c'est pareil, il va jouer sur le poste 3 essentiellement, je pense, plutôt sur le poste 3. Bon, vu le client qu'il y a devant lui, de toute façon, il va se contenter des minutes qui restent. Et puis voilà, mais derrière, il a la chance de ne pas être sur le poste 1 ni sur le poste 2, donc pas en confier avec le fiston, donc c'est très bien. Moi, ça évitera des problèmes sur le camp de pré-saison, mais non, je vais pas être optimiste de manière dingue par rapport à ce joueur-là, mais je vois pas où est le risque, en fait, si tu veux, parce que tu sais ce que tu as. Ouais, dans les surprises, je parlais de lui tout à l'heure parce que son nom, à un moment, il y a un an, et sur cette fameuse situation de mock draft précoce qui ne veulent pas dire grand-chose, voir Ron Holland partir en 5 alors que sa cote a fait que descendre toute la saison quasiment, comme beaucoup de joueurs qui étaient dans ce programme de la Team Ignite en G-League, le voir en 5 à Détroit, je continue de me poser des questions sur les Pistons et sur ce qu'ils ont fait ces dernières années en termes de choix de draft. C'était beaucoup plus haut que ce à quoi je m'attendais le soir de la draft, quoi. Bah, déjà, la bonne chose, c'est qu'ils ne sont pas draftés en arrière, parce qu'ils font que ça depuis des années. C'est quand même une bonne chose. Après, là, je pense qu'ils ont drafté au talent, ils ont drafté. Enfin, après, eux, c'est pareil, ils sont en eau trouble depuis tellement longtemps. Là, moi, ce que je retiens de lui, c'est que c'est un joueur qui a 18 ans et qui a 19,5 de moyenne en G-League, malgré tout. Mais bon, 19,5, ce que je regardais, à 24% à 3 points. C'est ça. Comme j'ai dit sur le plateau de Bill, il shoot comme un toaster, c'est un peu compliqué. Mais derrière, à un moment, je sais pas du tout où va Détroit, en fait. Donc, je pense qu'il y avait peut-être mieux que lui disponible à ce moment-là. Bon, ce sera pas la première fois qu'ils font n'importe quoi sur une draft non plus. Donc, je sais pas. C'est plus sur le côté effectivement non-shooter, moi, que j'ai été étonné, parce que c'est déjà le problème principal qu'ils ont avec l'essentiel de leurs arrières en l'état actuel, mais bon, effectivement. Sur le talent, je pense. Après, en plus, son draft stock était un peu mitigé parce que ESPN et The Ringer, il le situait 9-10 dans ces eaux-là. Son draft stock était mitigé parce que c'est un joueur qui n'a pas énormément de qualité technique, en fait. Et ça limite gros un petit peu le truc. Gros athlète, scoreur forcené, mais bon, c'est un petit peu ce qu'ils ont drafté déjà par le passé. Moi, je ne comprends pas où ils vont, très sincèrement, parce que ils ont drafté 3 arrières de suite. Là, ils partent sur un 3, là où ils auraient peut-être pu trouver, je sais pas, de l'aspect défensif ou déjà un joueur un peu plus mature. Moi, on ne sait même pas qui va coacher, de toute façon. Donc, non, je pense que c'est un spot. J'ai toujours aimé cette franchise, mais là, j'avoue que je ne sais pas où ils vont. Et juste pour revenir sur les Lakers, alors, on va pas rentrer forcément dans le détail, sauf si tu le souhaites, hein, du potentiel de Bronny James, choisi au deuxième tour par les Lakers. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, de toute la polémique, en fait, finalement, polémique ou du moins du buzz, je sais pas, on peut mettre le mot qu'on veut, qui est autour de lui, sur est-ce que c'est abusé, est-ce que c'est pas abusé, est-ce que c'est uniquement parce que c'est le fils d'eux, tout ça. Toi, quel sentiment ça t'a laissé au bout du compte ?
Ouais, je vais citer mon camarade de plateau Chris Singleton qui dit qu'on ne devient pas joueur pro en mettant des mixtapes sur Instagram, si tu veux. C'est un petit peu ça. Enfin, je sais pas si j'ai grand-chose à dire ou à gâcher le truc. Lui, pour le coup, je pense que la hype familiale lui fout une pression incroyable sur Mm. les épaules. De quelques matchs de AU, ou de situations comme ça que j'ai pu voir, je pense que celui qui arrive après dans la fratrie me paraît plus intéressant en tant que basketteur. Mm. Après, ça m'a atteint tel truc, c'est un soap opéra l'histoire. Donc, enfin, soap opéra, c'est une expression de vieux ça. Mais ouais, c'est un peu surréaliste. Alors, il était certain que les Lakers allaient balancer un pic de deuxième tour sur lui. Et maintenant, voir ce qu'ils vont en faire. Bon, ça, pour le clin d'œil, pour l'histoire, il y aura ça comme le premier à avoir joué avec son fils. Maintenant, sincèrement, j'ai pas d'avis particulier. Je pense qu'on perd beaucoup trop de temps sur ces choses-là. Je lui souhaite de réussir, c'est pas la question, mais je pense qu'on perd beaucoup trop de temps sur ces choses-là. Alors repartons sur les aspects plus tangibles. Je suis curieux de savoir ce que tu as pensé toi de la draft des Spurs. Donc ils avaient 2 choix, dont un qu'ils ont choisi finalement de trader. Au deuxième tour, ils sont allés chercher Juan Nunez avec le 36e pick. Je ne sais pas si c'est un joueur que tu avais suivi un petit peu ou que tu avais dans l'œil. Qu'est-ce que tu as pensé toi de la manière dont ils ont géré la draft et des choix qui ont été faits? Quand le nom de Stéphane Château est sorti, je m'attendais peut-être à avoir un meneur de jeu plus tôt parce que les Spurs ont vraiment besoin de playmaking. Donc je pensais vraiment qu'avec leur premier pick, leur quatrième choix, je crois, c'est ça. Hein. Ouais. Avec leur quatrième choix, ils iraient chercher plutôt un poste 1. Ils ont fait le choix d'une espèce de combo avec une capacité à avoir des qualités athlétiques, à défendre et ainsi de suite. Je pense que Castle, c'est vraiment un joueur de complément qui peut être un bon porteur de balle secondaire, pas un meneur de jeu, mais un bon porteur de balle secondaire et qui a un potentiel de two-way un petit peu comme les Spurs l'aiment. Après, bon, il a quand même une capacité à défendre sur 4 postes. Il n'a pas fait un match à 0 points cette année, donc c'est pareil, c'est pas un grand shooter. Il n'y a pas beaucoup de jeux sans ballon, mais il a des qualités malgré tout. Après, pour moi, c'est un poil plus haut que ce que j'imaginais. Bon, leur deuxième pick de premier tour, ils l'ont tradé directement. Et après, aller chercher Nunez, ça a du sens parce que dans les meneurs internationaux qui sont aujourd'hui, qui étaient sur le marché, qui étaient éligibles, il y avait lui, il y avait Topic. Moi, je pense que Nunez, ça reste Spurs compatible, même si il y a des doutes sur sa capacité à défendre. Le fait qu'il ne tire pas va poser des soucis parce que c'est pas comme ça qu'on va créer des espaces. Mais bon, à l'époque, Tony Parker n'était pas non plus à ses débuts un grand shooter et ça l'a pas empêché d'avoir une carrière qu'on connaît, d'avoir la carrière qu'on a suivie tous. Donc moi, c'est plutôt bien. Après, je m'attendais vraiment à voir un poste 1 sortir avec le pick 4 plus que Castle, mais Castle dans un rôle spécifique de défenseur pour construire et pour organiser les choses. Bon, Wembanyama, par son impact, dissuade défensivement. Là, Castle, ça peut défendre sur 4 postes. À un moment, de toute façon, si tu prends Nunez, il faudra le masquer avec quelqu'un. L'association des deux a du sens dans ce cas-là, parce que Nunez, par contre, c'est une vraie target défensive. Donc, il va falloir le cacher, les garçons. Mais dans les meneurs que tu as attendais, parce que tu t'attendais à avoir un meneur, tu penses à quelqu'un en particulier? Enfin, par exemple, tu pensais voir Topic partir aux Spurs, par exemple? Ouais, il peut avoir Topic, tu peux avoir, je regarde la petite liste, hein, tu peux Rob avoir qui Dillingham. d'autre Ouais, aussi, t'avais quand même quelques noms. Collier, pour moi, c'est pas Spurs compatible du tout, mais t'avais quand même quelques joueurs qui pouvaient. Après, d'avoir fait le choix de Nunez, encore une fois, c'est un petit pari de le prendre comme ça, mais quelque part, la dernière fois qu'ils ont fait un pari au deuxième tour avec un joueur international, notamment, on a eu Ginobili, même si la draft s'est décidée à pile ou face à l'époque, hein, j'ai déjà raconté l'histoire, mais ça reste, voilà, quand on a un savoir-faire comme ça, je pense qu'il faut pas en déroger, il faut y aller. Donc, Moi, c'est le deuxième, ce qu'ils ont fait avec leur deuxième choix, bon, c'est un pick 8 sur une année. Bon, alors, je vais pas dire fait parce qu'on n'en sait rien, mais où le talent saute moins aux yeux. J'étais étonné qu'ils fassent le choix de le trader contre quelque chose d'aussi lointain que un futur pick 2030, enfin 2031, je crois. J'étais un peu surpris, mais bon. Moi, je me trompe peut-être, mais Minnesota est dans une logique où ils veulent gagner rapidement. Parce que, on va voir ce qui se passe avec Karl Anthony Towns, parce que Rudy Gobert, il a peut-être plus forcément 15 ans devant lui non plus, même si je lui souhaite, hein, qu'il continue à rentrer les trophées de défenseur de l'année, mais
Derrière, est-ce que ça va pas correspondre à un moment où Minnesota va avoir aussi un process de reconstruction entamé? Dans ce cas-là, c'est du long terme. Après, je théorise, hein, c'est pas du tout ce que je vois. Est-ce que ces pics, c'est pas des assets aussi pour faire autre chose? Tu peux te poser la question Ouais. parce que voilà, moi j'ai tendance à dire que les Spurs sont toujours un coup d'avance sur ce qu'ils font. C'est comme une franchise qu'on a rarement vu faire n'importe quoi ces 20 dernières années. Euh, c'est surprenant, mais en même temps, je pense qu'il doit y avoir un plan derrière tout ça. Après, derrière, c'est toujours pareil. Est-ce que dans 4-5 ans maintenant, parce que c'est l'horizon qu'on a, euh, leur processus de reconstruction ne sera pas suffisamment avancé pour ne plus avoir besoin que d'une ou deux pièces. La chose, par contre, c'est bien sûr, enfin, on se met à la place de Wembanyama, il doit se dire, j'aurai encore pour 2-3 ans à galérer ou 4 ans à galérer avant de pouvoir gagner. Peut-être que ça crée ça aussi, mais je pense que ça s'inscrit dans une logique qui est un peu plus grande que ce qu'on peut voir à l'heure actuelle, où moi j'essaie de le penser. J'ai toujours eu beaucoup de respect pour la culture et la façon de bosser qu'a eu cette franchise, qui s'est déclinée partout, hein, parce que de toute façon, le basket, c'est un sport de copie, et tout le monde pendant longtemps a fait du Spurs ou du mauvais Spurs en fonction des endroits. Et quand on voit le nombre d'entraîneurs adjoints, de dirigeants de front office qui sont éparpillés partout dans la NBA aujourd'hui et qui sont tous issus du système de San Antonio, bah, j'ose croire qu'il y a quelque chose quand même. Ouais, moi aussi, je partage ton avis, Romain, parce que c'est ce que je me suis dit aussi. Je me suis dit que voilà, finalement, parier contre les Wolves, je veux dire, la saison extraordinaire de Minnesota cette année, c'est l'exception en fait dans l'histoire de ce club, quoi. Je veux dire, c'est la deuxième fois qu'ils arrivaient aussi loin de toute leur histoire. Effectivement, ce sera un moment où Rudy Gobert, Karl Anthony Towns seront peut-être déjà plus là ou seront sortis a priori de leur fenêtre de prime. Et pour l'instant, c'est pas un club qui a été capable de garder ses meilleurs joueurs sur la longueur en fait, quels qu'ils aient été, que ce soit Kevin Love ou autre. Donc c'est est-ce qu'Anthony Town, Anthony Edwards sera encore là en 2031? Bon, il n'y a pas tant que ça aujourd'hui de stars qui restent aussi longtemps que ça dans un club, sachant que c'est pas un gros marché. C'est pas fou que les Spurs aient tenté ce pari. Et effectivement, ce qui est étonnant, c'est, tu vois, je parlais de Rob Dillingham, en fait, ils auraient pu choper les deux. Ils auraient pu effectivement rajouter un autre meneur score, si vous voulez, ou même un Topic, sachant que là, de toute façon, il est blessé, donc ça aurait pas été un atout à court terme, mais. Je vois un petit peu, je pense aussi que quand tu as Wembanyama, tu te dis, bon, bah, là, il n'y a pas, à ce stade de sa carrière, il n'y a pas encore l'urgence d'aller très vite. Mais effectivement, si tu as une équipe très forte en 2031 et que ça tombe pile et que tu récupères un haut choix de draft à ce moment-là, ça te permet de pouvoir prolonger le prime potentiellement. J'imagine que c'est ça la réflexion, ce que tu disais un petit peu, Romain, de toute façon. Ouais, totalement. Ou alors, de manière très terre à terre, ces pics, c'est les assets qui vont balancer à quelqu'un. Ouais. Exactement comme. Enfin, c'est un autre dossier, mais Brooklyn, qui au final, bon, ils sont un peu perdus pendant 3-4 saisons. Moi, pour moi, il y a eu une vraie rupture au départ de Kenny Atkinson Ouais. et sur le truc dans lequel ils sont partis avec James Harden, avec Ben Simmons et compagnie. Euh, Derrière, aujourd'hui, on se rend compte que ils rasent tout, ils font un parking, ils reconstruisent dessus. Euh, Quelque part, c'est dans une logique aussi. Je pense que Michael Bridges devait être la pierre angulaire de leur construction. S'ils ont sorti Michael Bridges, quelque part, quand on voit ce qu'ils ont récupéré, ils sont sur un projet long terme. Ouais. Mais encore une fois, Sean Marks, il est Cold Spurs aussi. Donc, je pense qu'il n'y a pas de hasard. Ils ont tenté de faire quelque chose pour gagner très vite. Ça n'a pas marché. Les gens qu'ils ont pris pour gagner très vite, de toute façon, n'ont gagné nulle part à l'heure actuelle. Donc, preuve que c'est pas que Brooklyn qui a, qui a eu un petit manque en termes de résultats. Derrière, voilà, ces stratégies long terme comme ça, en fait, on peut théoriser dessus, on peut se faire un after-foot sur les décisions des uns des autres et digresser et compagnie. Là, moi, ce que je dis toujours, la seule réalité, c'est ces gens-là qui l'ont quand ils font la prise de décision. Par contre, la lecture que tu peux avoir, c'est ce qui se fait depuis des années. Et ce qui se fait depuis des années, c'est anticiper, prévoir et mettre des assets de côté pour pas être embêté. Je pense que je vois pas les Spurs être une équipe de fond de saut pendant X années avec tes joueurs qui draftent, avec l'histoire que représente la franchise. La plus grosse transition pour eux, de toute façon, la prochaine, ce sera le changement de coach. Mais bon, malgré tout, le coach en question, il était dans la war room pendant le draft et je serais surpris qu'il n'ait pas eu son mot à dire à un moment ou à un autre sur certaines choses.
Ouais, c'est intéressant que tu parles des Nets, effectivement, parce que Sean Marks qui est quand même en position pour réaliser 2 reconstructions totales en peu de temps finalement, et en partant de quasiment rien, enfin quasiment rien. Je dirais. Bah, je te coupe, je suis désolé, mais est-ce qu'amener James Harden, c'est une reconstruction ou c'est le début de la déconstruction? Ah, pour moi, c'était déjà le début de la déconstruction. Je Ouais. parlais de plutôt la manière dont, quand il arrive au Nets, et que finalement il arrive à récupérer des assets, reconstruire cette équipe dont tu parlais là, qui était hyper enthousiasmante Avec avec Dinwiddie, Kenny avec. Atkinson. Parce que là, ils repartaient de vraiment loin. Ils n'avaient pas de pic, ils n'avaient pas de monnaie d'échange. Ils ont vraiment ils sont repartis de zéro, quoi. Et là, en peu de temps, il a récupéré 5 first pick et il va réussir à se remettre en route avec du cap space, avec plein de choses. Donc, quelque part, je pense aussi qu'il y a un savoir-faire dans certains front office. Voilà, moi, quand j'entends dire que Houston veut gagner rapidement, aller chercher Kevin Durant et compagnie, bah, quand je vois ce qu'ils ont fait en 3-4 ans pour reconstruire, s'ils repartent dans un truc comme ça, je leur souhaite bon courage. Aujourd'hui, après, je peux comprendre, hein, je veux dire, je suis pas dirigeant de franchise NBA, je suis là sur ma chaise devant mon téléphone, parce qu'avec l'ordinateur, on peut pas enregistrer. Comme la Je suis là, plupart des gens. Hein. voilà, je suis là sur ma chaise devant mon téléphone et puis je théorise sur ces trucs-là. J'ai pas les tenants et les aboutissants économiques et la pression que ça leur représentait. Mais à un moment, je reste persuadé que c'est toujours la stabilité qui est la clé. Combien de franchises ont réussi à gagner des titres en allant chercher 2 voire 3 mecs, en assemblant une super team à coup de trade? Il n'y en a pas eu beaucoup. Et parmi ces des franchises qui ont tenté de faire ça, combien sont en vraie difficulté aujourd'hui? Par contre, il y en a. Ouais, l'exemple de Phoenix là actuel, c'est déjà compliqué. Ils ont essayé de faire de recruter fort et très vite avec un nouveau proprio voilà, qui a voulu marquer les esprits. Et là, ils sont déjà confrontés à des difficultés juste sur la construction d'un effectif cohérent. Là, bon, là, la draft pour Phoenix, je pensais à ça parce qu'ils ont. Je trouve que leur choix de trader pour Ryan Dunn, qui est un peu unidimensionnel, mais qui est un très 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 bon défenseur. Voilà, ça va dans ce sens-là. C'est peut-être le début de quelque chose d'intelligent, peut-être après, même si autour du Big Three, c'est un peu compliqué. Mais comme on s'est posé la question pour Sacramento, je veux dire, là, sur le plateau, quand le pic de Sacramento il arrive, bah, tout le monde se dit pourquoi pas prendre un grand? Bah ouais, mais d'un autre côté, avec Malik Monk qui s'en va, est-ce que tu n'as pas besoin aussi de garder ce truc-là? Donc, encore une fois, on commande des choix dont on ne connaît pas vraiment les tenants, les aboutissants. La seule chose qu'on peut commenter au final, c'est le côté réaliste par rapport au choix du joueur. On parlait tout à l'heure d'Eddie Johnson pour Milwaukee. Bon, bah, moi, c'est un peu lunaire. Et puis surtout, le fit, est-ce que tu vas avoir, en fait? Est-ce que le joueur pris correspond? Quand on draft au talent, ça ne correspond pas toujours, mais dans ce cas-là, on s'adapte. Mais globalement, c'est le fit qui compte le plus, en fait. Ouais. Et est-ce que tu penses est-ce qu'il y a une équipe ou un joueur, une personne qui t'est apparu comme étant le grand gagnant de cette draft? Le grand gagnant dans quel sens? Ben, celui qui est voilà limite, enfin qui est ressorti en ayant soit joué le mieux ses cartes, soit reparti en ayant trouvé la pièce parfaite qui lui manquait. Voilà, de ce point de vue-là. Ah, tu parles de franchise, pas de joueur. Ouais, bah, si on peut, ou de joueurs, hein, si la question te fait penser à un joueur, ça peut être ça aussi. Hein. Pour moi, sorti des Français, pour moi, Rich Shepard, c'est une vraie. Bon, même s'il était projeté haut, ça reste très solide. Alors moi, à titre perso, j'ai jamais été un grand fan du basket de Calipari. Par contre, je lui reconnais la capacité qu'il a eue pendant X années à Kentucky à sortir des joueurs tous les ans. Et ça, c'est incroyable. La façon de faire, elle est incroyable. Mais après, on est sur quelqu'un qui connaît tellement les codes, qui connaît tellement le business et le milieu, que de toute façon, aller chez lui, c'est entre guillemets, c'est une police d'assurance pour la suite, parce que il va savoir dans quel cas te mettre, il va avoir le réseau pour te mettre quelque part, et c'est tout un écosystème. C'est une bulle financière avec la fac. Enfin, il y a tellement d'intérêt. Mais moi, je trouve que ouais, Rich Shepard, ça reste au niveau des joueurs une belle réussite. Maintenant, sur les franchises qui ont fait des bons coups, je suis plus mitigé parce que j'ai plus de mal à me prononcer sur le sujet parce que c'est vraiment au cas par cas en fonction du fit. Et le problème, c'est comme à la limite, on va parler là maintenant de la validité des choix de draft, sauf que entre maintenant et le training camp, tu as peut-être des effectifs qui vont bouger, donc des choses qui paraissent pas forcément très, très intelligentes aujourd'hui, qui vont apparaître comme ayant plus de sens dans quelques semaines. Je pense que c'est peut-être après un premier passage à Vegas déjà qu'on aura une idée un peu plus précise de ce qui s'est fait, tu vois. Moi, par exemple, j'aime bien ce que... Et alors là, du coup, j'englobe aussi la draft précédente, mais j'aime bien ce que fait le Jazz au niveau de la draft. L'année dernière, avec Taylor Hendricks, que j'aime bien, on n'en a pas beaucoup parlé de lui, mais c'est un joueur que j'aime bien.
plus Keontae George qui a fait une saison rookie très très honorable. Et là, ils arrivent à récupérer des joueurs que j'estime déjà compétents, c'est-à-dire là, Cody Williams, le frère de Jalen Williams en 10, je trouve que c'est un joueur intéressant dans l'optique après d'enclencher la vitesse supérieure à un moment dans les 2-3 ans s'il récupère un talent un peu supérieur. Et même derrière, ils font donc Isaiah Collier qui peut être un pari pour tout ce qu'on a dit précédemment. Kyle Filipowski, que moi je voyais beaucoup plus haut. Bon, voilà, après, le dossier est un peu plus compliqué. Sa présence à Utah a peut-être d'autres d'autres motivations. Mais j'aime bien ce que fait le Jazz. Et c'est aussi, je pense aussi ça parce qu'il y a un excellent coach qui, à mon avis, me semble en mesure de développer tout ce petit monde et de créer quelque chose de bien sur le court terme et le moyen terme déjà. Ouais, effectivement. Utah, pour le coup, bon, ils ont pas mal d'atouts également et l'équipe, elle prend forme doucement mais sûrement. Ça reste très cohérent. Je suis d'accord avec toi. Allez, pour finir, j'ai envie de vous poser la question la plus casse-gueule probablement de cet épisode. C'est est-ce que vous avez un favori pour aujourd'hui? Donc comme tu l'as dit, hein, Romain, je remets en contexte. On ne sait pas du tout vraiment quel va être le fit pour la plupart de ces joueurs, leur adaptation à la vie de joueurs NBA, la manière dont les front office vont, ou plutôt les coaching staff vont adapter ou pas du tout adapter l'équipe à leur profil. Mais est-ce qu'il y a un joueur pour vous qui vous semble potentiellement favori pour le trophée de rookie de l'année l'an prochain? Pour dédramatiser, moi j'avais annoncé que ça serait Anthony Bennett l'année de sa draft, donc vous voyez, il n'y a pas de... tous les ans depuis 2012, Théo annonce Anthony Bennett rookie de l'année. Ouais. Absolument. Le problème, c'est que là, c'est tellement homogène que c'est pas évident de se faire une idée. J'ai l'impression, je te laisse réfléchir comme ça. Limite, j'ai l'impression que c'est peut-être que la question, c'est plus quelle est l'équipe qui laissera la place aux joueurs pour faire des stats de rookie de l'année que qui sera le meilleur rookie au bout du compte, non? C'est plus, ouais, c'est ça. Mais dans ce cas-là, il faut regarder Washington, il faut regarder Détroit, faut regarder. Après, tu as des joueurs naturellement qui n'ont pas des profils de rookie de l'année, sans leur faire injure, si tu veux, sans dire qu'ils n'ont pas le talent. Il y a des joueurs qui, même draftés, même si sont des joueurs de haut niveau, tu sais que de par le rôle qu'ils ont naturellement, de par le rôle qu'on va leur donner en NBA, ne peuvent pas prétendre être rookie de l'année. On parlait tout à l'heure de Stéphane Château, là, comme j'aime bien l'appeler. Je ne le vois pas être rookie de l'année, si tu veux. Comme je ne vois pas un Nunez drafté au 2e tour être rookie de l'année dans le contexte, ainsi de suite. Malgré tout, ça reste des joueurs de très grand talent. Donc la difficulté, comme tu dis, c'est plus, encore une fois, on revient au fit, quelle équipe va laisser le plus de place à son rookie et quelle équipe va lui donner le plus les clés du camion et des responsabilités. Moi, à titre perso, si c'est un Français, ça me va bien. Après, j'ai du mal dans le contexte d'Atlanta avec Trae Young et Murray à côté, voir Zachary Zaché avoir beaucoup de ballons et faire du 20 et 5 l'an prochain ou du 20 et 8 l'an prochain. J'ai du mal à y croire. Non pas par rapport au talent du joueur, mais parce qu'à un moment, il y a 2 bouffeurs de ballon avant lui. Et Shai, toi, t'as un... Moi, j'ai l'impression que ça peut être n'importe qui, ça peut être un joueur qui a été pris très loin, mais selon les opportunités, par exemple, tu vois, Washington, on ne sait pas du tout ce qu'ils vont faire, et il y a un des joueurs que je préférais dans cette draft qui a été pris là-bas après un trade, c'est Carlton Carrington. Tu vois, c'est un mec qui apporte quelque chose offensivement. Je me dis que s'il se retrouve dans le 5, s'il chamboule tout, c'est un mec qui peut faire des stats, mais ça, c'est pour la grosse cote. Sinon, je me demandais, je suis pas très fixé sur Donovan Clingan, dont on n'a pas parlé, mais qui est à Portland du coup. Est-ce que si Ayton est en mode un peu glandu, qui veut pas trop jouer et qui se retrouve à ne plus jouer, est-ce qu'un Clingan avec des stats proches d'un double-double, peut-être un peu de contre et tout ça, est-ce que ça peut pas... là aussi, je pense que la cote est assez élevée, mais sinon, dans les mecs pris très haut, c'est dur, hein. Franchement, cette année. Parce que Rich Shepard, c'est le profil d'un mec qui peut beaucoup scorer, mais est-ce qu'à Houston, il va pouvoir, alors qu'il y a déjà du monde qui a besoin de... C'est extrêmement difficile. Ce serait difficile. Clingan, enfin, moi j'ai envie de dire que si Clingan et Zach Edey aujourd'hui arrivent à avoir un rôle et à jouer, avec ce qu'a fait Walter Kessler, en sachant que quand Kessler a été drafté, moi j'étais le premier surpris ce jour-là parce que je ne le voyais pas sortir aussi haut. Utah a fait un pari sur lui qui a plutôt bien fonctionné. Tu peux te demander si tu n'as pas un retour des brontosaures aussi en termes et que les équipes petit à petit, si le profil fonctionne et si le schéma fonctionne, vont commencer à se dire bon, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on ait quand même un grand
à l'ancienne dans le contexte. Encore une fois, je disais tout à l'heure, la NBA, c'est un sport de clonage. Même si maintenant, aujourd'hui, j'ai du mal à voir un mec de 2,18 choper le rookie de l'année. Mais après, Portland, pour le coup, ça a du sens aussi ce qu'ils ont fait parce que voilà, si ça pionce devant, comme tu le dis, ça peut être derrière. Donc non, très ouvert à mon sens. Une belle réponse de politique, mais très ouvert à mon sens. Non, parfait, mais ce qui est marrant, c'est que c'est un peu comme vous, en fait. Je me posais la question de ces deux big man, là, Zach Edey à Memphis et comment dire, Donovan Clingan à Portland. Aussi, sur le côté, c'est peut-être eux qui auront peut-être le plus de chances de se montrer, finalement, d'avoir du temps de jeu, surtout si c'est encore un peu brinque-ballant du côté des Grizzlies. Il y a quand même tout un tas de points d'interrogation autour de cette équipe. Du côté de Portland, tu sais que Robert Williams est globalement blessé les 2 tiers de l'année tous les ans, donc peut-être que Clingan aura une occasion, une opportunité plus grande que d'habitude d'avoir des minutes. J'ai l'impression que ça va se jouer effectivement là-dessus, quoi. Ça peut. Ouais. Mais c'est pas sur eux que j'aurais misé de base, mais c'est un petit peu par défaut. Parce qu'effectivement, Rich Shepard, je pense que c'est peut-être celui qui a le plus le profil en fait pour faire des stats, taper dans l'œil, avoir un match où il prend feu, qui fait le buzz. Mais à Houston, il y a déjà tellement de joueurs autour que c'est pas dit qu'il ait tant l'opportunité que ça de performer, quoi. Il a passé le champ libre. Ouais. Après, si on prend comme référence un peu la draft 2013 qui était comme ça avec beaucoup de numéro 1 potentiels tout au long de l'année, puis une surprise, puis des joueurs draftés plus loin qui sont les meilleurs joueurs, puis Michael Carter-Williams qui est rookie de l'année, ça peut être un joueur comme ça pris entre la 10e et la 15e, un joueur dont on ne s'attend pas forcément à ça, mais ça peut partir dans tous les sens. Pareil, je regarde, est-ce que vu que les Raptors sont en reconstruction, un Jacoby Walter, par exemple, s'il a du temps de jeu et qu'il est capable de scorer, s'il suffit qu'il soit à 15 points de moyenne, peut-être 14 points, ce qui serait déjà bien. Est-ce que ça peut pas suffire cette année? C'est ce que je me demande. Mais bon, je pense qu'en fait, là, c'est la question, elle résume toute la difficulté en fait, à évaluer complètement et de manière objective la cuvée de cette année, où c'est des profils spécifiques, des profils en devenir, des projets, 1 ou 2 choix improbables, des joueurs qui ont glissé, 1 ou 2 slippers qui sont glissés là au milieu. T'as pas vraiment de ligne directrice en fait. Ouais. Écoute, Romain, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour nous éclairer un petit peu sur cette draft. C'était un plaisir. On espère qu'on aura l'occasion de répéter l'opération plusieurs fois à l'avenir. C'est vraiment un kiff. C'est vrai que j'ai même pas percuté que les seules collaborations qui ont été nombreuses qu'on a eues ensemble, c'était à l'écrit. Mais voilà, je pense que ça sera l'occasion qu'on refasse ça aussi sous forme de podcast. Avec grand plaisir. Avec plaisir. Et n'hésitez pas surtout. Puis allez voter dimanche, c'est important. C'est bien noté, message enregistré, message transmis. Portez-vous bien, on vous dit à très vite et profitez bien du week-end. Ciao. Ciao. Salut. The game is out there, and it's either play or get played.